20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 1er novembre. 1er novembre, jour de la Toussaint, la fête de tous les saints. Les chrétiens ont été exhortés à la foi, à l'espérance et à la charité. Dans ce 20h, le constat fait par nos reporters dans les églises. Dans ce 20h également, la France avec cette rencontre entre le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le Conseil national de Monaco. Au menu, échange et partage d'expériences. Pendant ce temps ici, le Premier ministre se préoccupe du bon fonctionnement de la CIR, la société ivoirienne de raffinage. Amadou Gon Coulibaly est allé toucher du doigt les réalités de l'entreprise. Le point de sa visite à la CIR dans quelques instants. Enfin, nous vous proposons un dossier sur la réintégration des Ivoiriens de retour d'exil. Depuis 2011, plus de 272 000 réfugiés ont regagné le pays. Bienvenue à tous dans votre 20h et ravi de vous retrouver. On ouvre ce journal par ce qui fait l'actualité ce vendredi 1er novembre. C'est la célébration de la Toussaint, la fête des saints. Grace Kando a visité des églises, son compte rendu. Ambiance des grands jours ici à la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody. Les fidèles célèbrent la fête de la Toussaint, un événement pour commémorer les valeurs et vertus évangéliques vécues par les saints. Après la Toussaint, place à la commémoration des défunts ce mardi 2 novembre. Par anticipation, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, à travers une procession, se sont rendus au cimetière. Une semaine avant, nous avons fait un nettoyage, nous avons lustré le marbre, le granit, pour que le tombeau de notre Père soit beau et qu'il puisse être honoré. Pécheurs nous sommes, c'est le lieu d'implorer le Seigneur afin qu'il nous pardonne à nous et à nos défunts tous leurs péchés et qu'il les accueille dans son paradis. Nous venons au cimetière nous rappeler de nos parents. Et il faut dire que ça a toujours avec la peine qu'on arrive au cimetière, parce que c'est là qu'on retrouve encore des souvenirs. Donc nous espérons qu'ils sont rentrés dans la gloire de Dieu. La commémoration des défunts revêt une importance capitale. C'est pourquoi une place de choix leur est accordée. La preuve que nous les aimons toujours, nous portons encore en nous, c'est les fleurs que nous déposons sur leur tombe. En même temps, ces fleurs symbolisent la prière que nous faisons monter sans cesse vers le Seigneur pour que les péchés qui les retient ici, encore, ces péchés-là, Dieu puisse les purifier, les laver, les pardonner pour qu'eux aussi parviennent à cette église triomphante que nous fêtons aujourd'hui. Après la fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête du Christ roi le 24 novembre prochain, qui marque la fin de l'année liturgique. De nombreuses familles sont allées se recueillir sur les tombes de leurs défunts à l'occasion de la fête de la Toussaint, où les chrétiens Aris ont prié pour la paix pendant 3 jours de pèlerinage. Reportage Isaïo. C'est une tradition pour l'église du Christ, Mission Aris, église Aris. Chaque année, en début du mois de novembre, les fidèles chrétiens de cette église sont en pèlerinage à Brégo, village situé dans la commune de Bégerville. Cette année, ils sont venus de partout pour célébrer le Christ. Ce pèlerinage a été initié par le prophète Acho Albert, qui est un envoyé de Dieu, qui a sauvé des vies, qui a sauvé des âmes. C'est un grand homme de Dieu et qui a regroupé tous les aristes pour leur dire Dieu nous a fait du bien. On est venu à Beauville pour venir prier ici pour la paix et la santé. Nous, en tant que fidèles aristes, nous sommes venus remplir notre devoir de chrétien. Et le message qu'on peut lancer, c'est surtout un message de paix, de conciliation, pour que notre pays puisse connaître un développement accéléré, comme on le constate maintenant. Chants, invocations, prières ont marqué cette 60e édition
de la fête de la liberté spirituelle du peuple noir. Moment propice pour le patriarche de cette église de prier pour la Côte d'Ivoire et de saluer les actions du chef de l'État en faveur de confessions religieuses. Tout passera, mais la parole de Dieu va demeurer. Je voudrais demander à Dieu d'aider nos dirigeants, d'aider notre président, le président Alassane Ouattara, qui fait beaucoup de choses. Ce pays, vous regardez, ce pays a pris son envol. Le représentant du directeur général des cultes a réitéré la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le raffermissement de la foi en Côte d'Ivoire. Nous demandons d'œuvrer, n'est-ce pas, au renforcement de la cohésion sociale, dans la sensibilisation de leurs fidèles, parce que les leaders religieux sont eux aussi, sinon contribuent eux aussi à la formation de l'opinion publique. L'État est aux côtés de chacune des communautés religieuses à l'occasion de leurs manifestations culturelles. Le pèlerinage de l'église Haris qui a démarré ce 1er novembre enregistre la participation des fidèles chrétiens venus du Libéria, du Ghana et de bien d'autres pays du monde entier. On va directement en France, où le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le Conseil national de Monaco partagent leur expérience. Le Parlement de la principauté de Monaco compte 24 élus pour un mandat de 5 ans. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoui. Séjour fructueux pour le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et sa délégation, reçue par le président du Conseil national monégasque, l'équivalent de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de par certaines missions telles que le vote des lois et du budget. À la différence que ce système repose également sur l'accord des volontés du prince Albert II de Monaco, ainsi la révision totale ou partielle de la Constitution est subordonnée au commun accord du prince. 24 membres la composent, élus pour 5 ans. Au suffrage universel, le Conseil national siège en 2 sessions. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a informé son collègue monégasque du fonctionnement du Parlement ivoirien avec ses 255 députés, avec une séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution. Après ces riches échanges, le président du Conseil national monégasque, Stéphane Valéry, a convié son collègue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à un dîner auquel ont pris part des parlementaires ivoiriens et de la principauté. Ici à Abidjan, le Premier ministre a visité la CIR, la société ivoirienne de raffinage. Amadou Gon Coulibaly est allé voir le bon fonctionnement de l'entreprise qui doit réaliser de gros bénéfices dans le domaine du raffinage. Ahmed Traoré et Jean-Luc Bangou. L'occasion qui rassemble est heureuse. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite à la CIR, société ivoirienne de raffinage. Ce, pour observer de lui-même le redémarrage de l'hydrocracker. Cet instrument qui permet de faire de très gros bénéfices dans le domaine du raffinage, mais qui ne fonctionnait plus après l'incendie survenu à la CIR le 2 janvier 2017. Le directeur général de l'entreprise sollicite le soutien du gouvernement et s'engage à faire davantage pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, vous ne pouvez imaginer notre joie et le soulagement de toute la CIR lorsqu'en décembre 2018, la convention a été signée avec les prêteurs, les fonds décaissés ont apuré les dettes des fournisseurs, les cargaisons de brut qui attendaient au large d'Abidjan ont été déchargées et la CIR a repris son fonctionnement. Le ministre de tutelle, Abdourahmane Cissé, se dit prêt quant à la concurrence. Une initiative que trouve opportune le chef du gouvernement. L'importance stratégique de la CIR se trouve ensuite dans le fait qu'elle constitue un instrument de renforcement du commerce sous-régional et d'intégration économique. En effet, la CIR approvisionne le marché de la sous-région et garantit ce faisant la disponibilité de produits de bonne qualité pour les pays de l'Interland. Enfin, la CIR, et c'est important, constitue un outil de souveraineté pour la Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, plusieurs personnalités, à commencer par le directeur général, ont été décorées dans plusieurs ordres, ce pour leur abnégation au travail.
Dans l'actualité également ce soir, la BAD qui augmente son capital de 125%. Le nouveau capital de la Banque africaine de développement est de 123 000 milliards de francs CFA. L'objectif est d'aller encore plus loin dans le financement des investissements en Afrique. Décision prise au cours d'une assemblée extraordinaire des actionnaires. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était à ce rendez-vous, nous dit Jean-Luc Gbangbo. Un jour historique pour la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution panafricaine a procédé ce 31 octobre à l'initiative de ses actionnaires à la plus importante augmentation de son capital depuis sa création en 1964. Le niveau de capital de la Banque africaine de développement sera plus que doublé. Ça va passer à 93 milliards de dollars à 208 milliards de dollars. Ça nous permettra d'avoir beaucoup de ressources pour aller plus loin concernant le développement de notre continent. Cette augmentation générale du capital représente, selon le président du groupe de la BAD, un engagement fort des actionnaires à voir se concrétiser des projets de meilleure qualité qui auront un impact significatif sur la vie des populations en Afrique. Ça va nous permettre de connecter à l'électricité 105 millions de personnes, donner l'accès aux technologies améliorées agricoles pour assurer la sécurité alimentaire pour 244 millions de personnes. Ça va permettre 15 millions de personnes de bénéficier de finances directement liées à toutes les compagnies dans lesquelles la banque va investir. Rappelons que cette augmentation de capital est la 7e du genre. Elle permettra notamment à la BAD de continuer de jouer son rôle de chef de file dans le développement des infrastructures, le renforcement de l'intégration régionale, l'appui aux États fragiles pour renforcer leur résilience et la stimulation des investissements du secteur privé. Le grand angle de ce soir nous emmène au CHU de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan qui ferme ses portes pour d'importants travaux de réhabilitation. Pour assurer la continuité de l'offre de soins, 22 services sur 26 ont été délocalisés dans les autres établissements sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le constat de notre reporter Salimatou Dia. Ce sont les derniers pas de Larissa dans les couloirs du CHU de Yopougon. Elle fait partie du personnel soignant en chirurgie digestive depuis 5 années. La fermeture du CHU de Yopougon lui laisse une note de tristesse. Ouais. C'est pas facile de se lever chaque jour, venir quelque part et puis un matin comme ça on ferme. Il y a l'émotion aussi. Mon souhait, c'est qu'on réhabilite vite et que les malades trouvent un réconfort, que les travailleurs aussi. Pour la réhabilitation complète du CHU, 22 services médicaux ont été relocalisés dans les structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara, elle, va accueillir les services de gynéco-obstétrique, odonto et diabéto-hospi dans un de ces bâtiments aménagés et équipés pour les recevoir. On a déjà fait un état des lieux du personnel qu'il nous faut pour le fonctionnement de la maternité chirurgicale. Donc je pense que tout est fin prêt. Au CHU de Cocody, le directeur général fait le tour des blocs opératoires pour s'assurer du dispositif, de l'organisation qui permettront d'accueillir les activités des 14 services du CHU de Yopougon. Nous avons la chance au CHU de Cocody de disposer de 13 salles qui ont été totalement rénovées, équipées, comme vous pouvez le voir, avec les équipements qu'il faut pour faire de la chirurgie à un bon niveau. Fonctionnellement, nous sommes autour de 470 lits, avec un taux d'occupation avant la fermeture du CHU de Yopougon qui est environ de 50%. Ce sont 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la mise aux normes des sites d'accueil. Le manque de blocs médicaux administratifs pour les services relocalisés, le renforcement de capacités fonctionnelles des ascenseurs ou encore de la cuisine pour accueillir un grand nombre de patients doivent être revus pour assurer la continuité de l'offre de soins. Et dans 3 ans, les malades vont retrouver un établissement équipé avec le confort adéquat. La fermeture du CHU de Yopougon a nécessité l'évacuation de certains malades. Comment vivent-ils la situation? Salimatou Dia était à leur côté. Constant est au chevet d'Emmanuela, hospitalisée depuis 7 mois au CHU de Yopougon. Sa fille est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle a subi 3 interventions et est en attente d'une radiothérapie. Les parents restent inquiets avec la fermeture du CHU de Yopougon. J'ai des craintes parce qu'avec son état, on ne peut pas lui dire de partir à la maison.
Voilà, si elle l'amène à la maison, qui va la suivre au cas où il y a quelque chose. C'est vrai que c'est bon de réhabiliter, mais ça va peser un peu sur les parents des malades. Le service traitant la maladie de la petite Emmanuela fait partie des 4 services encore sur place. La petite Emmanuela sera transférée dans un mois. Ça ne me dérange pas. Moi, pourvu qu'on puisse faire le traitement de ma fille et que ma fille se relève. C'est ma seule préoccupation. La réhabilitation du CHU de Yopougon a été une bonne nouvelle pour ce parent de malade. Lorsque nous sommes venus, c'était difficile d'avoir un lit qui soit propre, qui soit adéquat. La douche ou même le patient doit se mettre, risque de prendre les infections. Donc c'était vraiment primordial qu'on puisse faire la réhabilitation du CHU. Les consultations des patients du CHU de Yopougon ont déjà démarré dans les autres hôpitaux dédiés. Pour atténuer les perturbations dues aux travaux de réhabilitation, un plan de communication pour l'information continue des populations a été mis en œuvre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a, n'est-ce pas, passé par des canaux et supports de communication, à savoir les médias classiques, la RTI, la radio et autres, et aussi par les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux. Et nous avons aussi le site internet où on a un tableau pratique qui donne toutes les informations sur des sites relocalisés. Le 143, c'est le numéro vert disponible pour orienter les populations. Et pendant ce temps, le personnel soignant a un challenge à relever. Les agents de santé du CHU de Cocody seront eux aussi redéployés sur les différents sites d'accueil en fonction de leur service médical. Ils sont environ 1700 agents de santé concernés par cette opération. Quel est leur état d'esprit en ce moment? On reste encore avec Salimatou Dia. Il y a de cela quelques semaines, les allées des bâtiments du CHU de Yopougon étaient encore bondées de monde. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une dizaine de patients et parents de malades à traverser les couloirs. Sur environ 1700 agents de santé, à peine une cinquantaine sont encore sur le site pour les derniers réglages, avec tout de même des appréhensions. Nous sommes habitués au CHU de Yopougon. On a déjà nos bases ici. Et puis nous demander de faire une autre expérience ailleurs. Donc on va le faire. Le CHU est dégradé. Nous sommes obligés de partir. Ils ont été préparés à la situation, assure le directeur général du CHU de Yopougon. Ils doivent à présent assurer la continuité de l'offre de soins sur les sites d'accueil. On a tenu plusieurs réunions. On leur a dit, écoutez, vous allez dans les autres centres de santé, évidemment, vous mettre ensemble avec vos collègues et puis faire la prise en charge correcte. Et la direction du CHU passera, voir qui vient au travail, qui ne vient pas au travail. Parce que jusqu'à présent, la direction demeure. Au service des urgences du CHU de Cocody, qui reçoit en moyenne 30 à 40 patients par jour, les médecins se préparent à gérer l'affluence. Les craintes de voir les charges de travail augmenter face à un besoin de personnel ont été dissipées. On est arrivé à un système où nous pourrons faire en sorte que le point des différentes places disponibles dans les différents services nous soit transmis par les différentes surveillances des services. Et donc, aux alentours de 17h-18h, l'équipe des gardes reçoit donc les places disponibles. Et en fonction des malades, donc ceux qui sont stables seront donc montés dans les différents services pour pouvoir permettre qu'il y ait de la place en bas pour recevoir ceux qui vont venir après. La dispensation des soins de qualité aux patients reste le challenge à relever pour le personnel soignant, surtout dans le contexte de la couverture maladie universelle. Voilà, c'était le grand angle proposé ce soir par Salimatou Dia. Autre sujet, autre actualité, avec pour destination Yamoussoukro, où le projet emploi jeunes et de développement des compétences, initié au profit de 1180 jeunes du district autonome de Yamoussoukro, est dans sa phase active. Le montant est de plus d'1 milliard de francs CFA. Le président Alassane Ouattara octroie 100 millions de francs CFA supplémentaires pour financer des projets viables, nous dit Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. La mobilisation de la jeunesse ne fait pas défaut. Pour elle, les autorités ivoiriennes ont conçu le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Il part de leur formation jusqu'à leur insertion. Une vision soutenue depuis 2012 par la Banque mondiale. Au niveau du district de Yamoussoukro, le compteur indique 1180 jeunes pris en compte. 532 parmi eux reçoivent leur attestation de fin d'apprentissage. Ne pas travailler et être oisif vous fait perdre votre dignité humaine.
Et retrouver un travail vous restitue votre dignité humaine et vous permet de voir éclore en vous toutes vos qualités et vous permet de rencontrer d'autres personnes. Présent en personne pour traduire l'engagement ferme du gouvernement de ne laisser aucun jeune ivoirien pour compte, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, va matérialiser le soutien sans faille du chef de l'État qui octroie 100 millions de francs CFA hors budget pour le financement de projets d'insertion. Le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, destiné à l'amélioration de l'employabilité au profit de 27 500 jeunes, est l'une des premières initiatives impulsées dans l'urgence par le président de la République dans son accession à la Majorité suprême en 2011. Une main tendue de l'État saisie par la jeunesse de Yamoussoukro. Après les 6 mois de formation, un exploitant m'a appelé. Je travaille avec lui chaque fin du mois. Il me donne un peu d'argent et je peux m'occuper de moi-même. Et actuellement, je suis indépendant. Une visite à des jeunes en stage à l'hôpital Saint-Joseph Moscati a mis fin à la cérémonie. Pour rappel, le financement du PGDEC dans le district de Yamoussoukro représente plus d'1 milliard de francs CFA. L'objectif est connu. 500 000 opportunités d'emploi d'ici 2020 en Côte d'Ivoire. Une exigence inscrite en lettres d'or dans le programme social du gouvernement PS-Gouv. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire qui remet les protocoles ratifiés au BIT. Il y en a 3. Cérémonie de remise officielle par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au directeur général du BIT dans les locaux du Bureau international du travail à Genève. Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire vient de ratifier 2 protocoles relatifs à la Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs et à la Convention sur le travail forcé. À ces 2 protocoles s'ajoute la Convention numéro 170 sur les produits chimiques. Ces 3 documents signés par le président de la République, Alassane Ouattara, ont été remis au directeur général du BIT, Bureau international du travail, par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Une remise qui a donné droit à une signature entre les 2 parties dans les locaux du BIT à Genève. Ces éléments permettent de renforcer l'arsenal juridique à Côte d'Ivoire au niveau du BIT. Pour les 100 ans de l'OIT, il a été demandé à chaque État de ratifier au moins une convention. Et nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes allés au-delà. Nous avons ratifié 3 conventions. Cela démontre la détermination de la Côte d'Ivoire à trouver des solutions aux problèmes sociaux des populations. La séance de travail a permis au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire à œuvrer auprès du BIT pour un travail décent pour les populations ivoiriennes. Une rencontre qui intervient dans le cadre du 337e conseil d'administration du BIT, dont la Côte d'Ivoire est membre statutaire au nom de la région Afrique. On en vient à ce gros plan sur la réintégration des Ivoiriens de retour d'exil. Depuis octobre 2011, plus de 272 000 réfugiés ivoiriens, soit plus de 90%, ont regagné la Côte d'Ivoire grâce au gouvernement et à ses partenaires. Comment se passe leur réintégration? Qu'en est-il de la cohésion sociale? Rendons-nous directement à Tabou, Bleulequin, tout le pleu pour voir ce reportage réalisé par Hervé Blé. Après plusieurs années loin du pays, nombreux sont les Ivoiriens qui mettent fin à leur exil et regagnent la Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction des autorités administratives. Le pays a besoin de tous ses fils. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous voir. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que tout le monde puisse rentrer, tel est le vœu du chef de l'État. Le retour effectué, la réintégration dans les communautés est une étape essentielle. Pour le succès de celle-ci, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, œuvre en étroite collaboration avec différents ministères, notamment celui des Affaires étrangères à travers la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA. Également avec les communautés et autorités locales, l'ONG Caritas, les agences des Nations Unies. Nous assurons que le rapatriement est durable par mettre en place un ensemble de mesures
pour que le réfugié, une fois retourné dans son pays, puisse s'ancrer ou se réinsérer dans le tissu socio-économique de son pays. Non seulement le paquet de retour qui est donné aux réfugiés est quand même assez substantiel, nous assurons que la communauté les accepte et que les réinsère dans le tissu socio-économique du village ou de la ville. Dans les principales zones de retour, Tabou, Blolequin et tout le Pleu, pour les personnes rapatriées, disposer d'un abri est prioritaire, comme ici à Ziaglo, dans le département de Blolequin. J'étais au Libéria, il n'y avait pas mari, il y a 4 enfants. Donc je ne sais pas comment faire pour nourrir mes enfants. La HIET m'a accompagnée en Côte d'Ivoire et je suis venue. Je suis arrivée aussi, ils m'ont donné la maison qui est là. Et je suis venue en Côte d'Ivoire aussi. Mes parents que j'ai trouvés ici, les voici, ils sont là m'aider. Je les remercie beaucoup. Les rapatriés sont aussi confrontés aux problèmes fonciers. Autorités locales et chefs traditionnels œuvrent alors à garantir la cohésion sociale. Des personnes se sont vues expropriées par certains, par leurs frères qui ont récupéré leurs terres. Nous avons pu résoudre beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons environ 500 personnes qui ont retrouvé leur village et qui vivent en harmonie avec tous les frères qui sont restés sur place. Aux parents rapatriés, la chance est aussi offerte de renforcer leur autonomisation avec des formations. Réouvert par le ACR en 2014, le centre de formation professionnelle de Tabou propose une dizaine de formations, couture, coiffure, menuiserie, électricité et autres. Beaucoup d'espoir parce que je sais que ce que j'apprends, ça ne sera pas en vain. Je vais pouvoir m'occuper de mes enfants avec ce métier. Environ 1500 apprenants ont été formés ici avec l'appui technique du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous également trouvons des possibilités de stage pour l'ensemble des apprenants ivoiriens, particulièrement avec l'agence emploi jeune. Et quand ils sont installés, nous continuons de faire le suivi. Aujourd'hui, avec cette formation, avec ce métier, j'ai pu créer mon entreprise. Et Dieu merci, aujourd'hui encore, j'ai été repêché pour enseigner encore des élèves même dans ce même centre. Durée de la formation, 3 à 6 mois pour une vie productive et indépendante. En plus de la formation professionnelle, plusieurs activités génératrices de revenus sont mises en œuvre au bénéfice des rapatriés, comme ici, dans le département de tout le Pleu. Nous sommes sur le site du groupement Abéoué, qui se trouve dans la localité de Klobli, sous-préfecture de Thiobli, dans le département de tout le Pleu. Ce groupement est composé de 15 membres, dont 13 rapatriés. La pisciculture est composée de 3 étangs de 1000 poissons par étang. Autre volet non moins important pour la facilitation de l'intégration des rapatriés, l'éducation des enfants. Des salles de classe sont donc construites, voire réhabilitées et équipées. À Ziaglo, ce sont plus de 333 élèves pour la plupart des enfants rapatriés du Libéria qui fréquentent l'école primaire. Faire des calculs, des divisions. Au Libéria, je ne pouvais pas faire ça. C'était difficile au Libéria. Les enfants revenus du Libéria, en tout cas, le panissement est vraiment total et remarquable. Toutes ces activités mises en œuvre pour faciliter la réintégration des rapatriés sont en parfaite adéquation avec les axes stratégiques du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui engage son armée dans les missions opérationnelles de maintien de la paix. 150 soldats ivoiriens ont été déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, pour une durée d'1 an. Mais avant leur départ, ils ont été reçus par le chef d'état-major général des armées. Le point avec Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire, bien décidée à conduire efficacement ses engagements dans les missions opérationnelles sous-régionales, va déployer pour la 3e fois une compagnie de protection au Mali en relève de celle déjà engagée. À dominante infanterie, la compagnie de relève de protection MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, se compose de 150 militaires dont 2 personnels féminins placés sous les ordres du capitaine Cissé Kélétigui, à mandat d'1 an en terre malienne. Ils seront engagés dans l'ouest malien et seront chargés de la sécurisation de la ville de Tombouctou et des personnels VIP. Mais avant leur départ, le chef d'état-major général des armées
Lassina Doumbia, les recevant, leur a recommandé d'être les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire par le professionnalisme, la discipline et la rigueur dans le travail avant de les inviter à se conformer aux lois et règlements qui régissent leur mission. Ceux qui vous ont précédés ont été bons, très bons. Ils ont su se comporter dans leur vie quotidienne comme de bons soldats et à chaque fois qu'il y a eu des attaques sur la position de Tombouctou, ils ont su faire face avec bravoure et avec technicité. Il faut que vous ayez ça à l'esprit. Que les forces armées de Côte d'Ivoire vous regardent. Parce que si vous vous comportez bien, d'autres personnes pourront vous suivre. Et c'est évidemment la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous allez partir avec le drapeau ivoirien. Il y a bien d'autres pays là-bas. Il y a plusieurs nationalités là-bas. Faites en sorte que ce drapeau flotte haut en permanence. Cette compagnie a reçu le module de formation opérationnelle et de formation spécifique défini par l'ONU à l'intention de tout futur casque bleu. Après la rencontre avec le chef d'état-major général des armées, ces militaires se sont retrouvés à la base aérienne d'Abidjan pour le départ. Un rassemblement qui a permis à chacun de s'assurer de disposer de tous les paquetages onusiens. Pour la projection de ce détachement sur le théâtre malien, l'armée de l'air ivoirienne a engagé 2 avions de transport tactique. C'est dans ces vecteurs que ces hommes et les matériels ont embarqué. La 3e compagnie de protection de la MINUSMA devrait être rejointe en terre malienne par un bataillon d'infanterie mécanisée des forces armées de Côte d'Ivoire. Justement, la ville malienne de Kidal est toujours aux mains des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Même si un gouverneur nommé par Bamako est sur place, il est plutôt discret. En l'absence des services judiciaires de l'État malien, c'est la justice traditionnelle qui s'applique sur place. Et voilà, ainsi s'achève ce 20h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut.